La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 27 août 2024. Donc voici les titres. Assurer un bon et équitable approvisionnement en eau potable dans toutes les régions du Sénégal, une préoccupation majeure des autorités étatiques. Un conseil interministériel a été tenu à cet effet. Vous entendrez la réaction du Premier ministre Ousmane Sonko dans cette édition. Suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental à l'ordre du jour à l'hémicycle. Les députés en session extraordinaire ce jeudi doivent se pencher sur la question sur demande du chef de l'État à travers un décret transmis à Amadou Mame Diop. Mpox ou variole du singe, comment parer la route à cette épidémie qui se propage en Afrique centrale? L'Institut Pasteur compte faire front commun pour carapacer notre pays de la maladie, à suivre. Les cas de meurtre deviennent de plus en plus fréquents et installent la psychose chez les populations. Le retour de la peine de mort, une demande sociale pour la plupart des Sénégalais interrogés par notre reporter. Vous suivrez le reportage dans cette édition que nous allons démarrer juste après ceci. Bonsoir fidèles téléspectateurs de GTV. Le Premier ministre Ousmane Sonko a présidé ce mardi l'ouverture du Conseil interministériel sur l'approvisionnement en eau potable au building administratif Mamadou Dia, réunissant divers ministères et acteurs concernés. Le Conseil a porté principalement sur les obstacles à une distribution équitable de l'eau et sur les stratégies nécessaires pour améliorer l'approvisionnement dans toutes les régions du Sénégal. Se prononçant sur la gestion de la Falémé, le principal influent du Sénégal, le Premier ministre a estimé que la Falémé est une question de sécurité nationale pour le gouvernement. Ces propos sont recueillis par Ali Mangassa. On doit comprendre que l'eau de la Falémé, c'est l'eau de la Falémé qui remonte jusqu'au lac de Guerre. Le programme que nous comptons mettre en œuvre, à savoir le transfert d'eau, va permettre non seulement de ravitailler Touba et d'autres zones, et donc nous devons la préserver. On est en train de poser des jalons à cet effet. Le ministre des Forces armées en a déjà discuté avec son homologue malien. De même que moi, lors de ma visite au Mali, j'en ai discuté avec le président de la transition et son équipe. Et nous sommes aussi en train de prendre d'autres mesures. D'ailleurs, le ministre en charge des mines a déjà pris un arrêté pour interdire toute exploitation de l'or tout au long de la Falémé sur une période de 2 ans. Dans un communiqué, la présidence de la République a déclaré avoir transmis au président de l'Assemblée nationale un décret portant convocation des membres de cette institution parlementaire à une session extraordinaire prévue ce jeudi 29 août. Le but donc de cette session sera d'examiner un projet de loi portant suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. C'est ce que nous dit Mansour Djassé dans son récit. C'est une rencontre avant l'heure. Les députés du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar sont convoqués en réunion d'urgence le mardi 27 août 2024 dans la salle Marie-Joseph Diallo du nouveau bâtiment. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence est obligatoire, a fait savoir le président du dit groupe Abdou Mbow. Dans une note de service reçue, en effet, l'Assemblée nationale est convoquée ce jeudi 29 août par le chef de l'État, conformément à l'article 63 de la Constitution. Le président de la République a convoqué l'Assemblée nationale en session
session extraordinaire ce jeudi 29/2024 pour l'examen du projet de loi portant modification de la Constitution, a affirmé le ministre conseiller porte-parole de la présidence. Dans le document rendu public, Ousseynou Ly a renseigné que la modification envisagée de la Constitution porte sur la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales HCCT et du Conseil économique et social environnemental CESE. Plusieurs réactions après justement ce communiqué exprimant la volonté du chef de l'État de supprimer ou plutôt de dissoudre le Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Alioune Diouk, membre de ces institutions et actuellement adjoint au maire au niveau de la ville de Pikine, estime que le nouveau gouvernement est allé trop vite en besogne. Selon lui, il fallait prendre le temps de bien évaluer l'impact de ces institutions avant de prendre une décision. Écoutons-le au micro de Mansour Diassé. Donc, le nouveau gouvernement est parti très vite en besogne parce qu'il fallait avoir le temps d'apprendre même l'âme de l'État. Il faut prendre le temps d'évaluer les institutions que nous avons. Il faut avoir le temps d'évaluer notre système démocratique. Le Sénégal a opté pour une démocratie de représentation. Et sur ce, nous avons des institutions très solides. Vous pensez qu'un pays peut fonctionner seulement sur la base d'une chambre délibérative qui est l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale, c'est ça son rôle. Les députés votent des lois et contrôlent l'action du gouvernement et évaluent les politiques publiques de l'État. C'est ça le rôle de l'Assemblée. En dehors de l'Assemblée nationale, il y a des institutions, des chambres consultatives. C'est le Conseil économique, social, environnemental, c'est le Haut Conseil des collectivités territoriales. Ces institutions, les membres qui les composent viennent de différents corps de l'État, de la République, de la nation. Ça, c'est des corps constitués de notre nation qui sont au niveau de ces chambres et qui discutent des affaires économiques, sociales, culturelles de ce pays et donnent au président de la République des recommandations et des avis sur la marche du pays. C'est ça le rôle de ces chambres. Vous pensez qu'aux États-Unis, les Américains vous disent que telle chambre est budgétivore. Vous allez en France, au Danemark, en Suisse et un peu partout à travers le monde. Vous pensez que les citoyens disent qu'on a des institutions budgétivores. Les institutions ne servent qu'à participer au renforcement de notre nation et notre commune volonté d'être ensemble. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a ainsi franchi une étape décisive dans la réforme institutionnelle en cours en s'adressant au président de l'Assemblée nationale à travers une demande de convocation du Parlement en session extraordinaire, je vous le disais, ce 29 août, pour supprimer le HCCT et le CESE. Selon Ibrahima Bahoum, le pouvoir actuel ne peut pas laisser la situation en l'état et enrichir ainsi des adversaires politiques. Il s'agit là d'une autre réaction recueillie au téléphone de Mansour Diassé. Ça peut être un piège comme ça peut ne pas être. C'est que le pouvoir actuel, le président Diomaye, ne peut pas laisser la situation en l'état. Déjà qu'ils disent qu'il y a des opposants milliardaires, il y a une opposition de milliardaires. Cette opposition ne doit pas continuer encore à entretenir son milliard, je mets entre guillemets, à entretenir son milliard, alors que le pouvoir a besoin de s'affirmer, d'être plus fort, aussi bien dans l'espace public, plus fort également dans les institutions, et surtout dans les représentations populaires. Donc, ce pouvoir a besoin, il n'est pas majoritaire, il ne l'est pas non plus dans les HCT et autres institutions conseil économique, là. Donc, il a besoin de positionner, d'abord de se positionner en tant que pouvoir, mais également de positionner des gens dont il pense qu'ils ont plus de compétences pour certaines choses. Donc, j'ai l'impression que les régimes passent, les hommes passent. On a l'habitude de dire, mais les institutions, ce n'est pas, non, les institutions sont bouleversées tout le temps. Et ce n'est pas bon parce que ça fait perdre du temps. C'est tout aussi budgétivore. C'est deux choses où ils décident que vraiment il n'y aura rien qui ressemble à Conseil économique, social et environnemental. Il n'y aura rien qui ressemble à Sénat. Il n'y aura rien qui ressemble à ce moment-là où je pourrais dire, ils sont en train de travailler à économiser premièrement. L'autre chose maintenant, c'est deuxièmement, Parlons santé à présent, alors que le nombre de cas ne cesse de progresser. En Afrique centrale, d'autres pays du continent voient la maladie arriver chez eux.
Pour mieux préparer les services sanitaires, l'Institut Pasteur de Dakar organise une semaine d'ateliers consacrés à la variole du singe. Ainsi, virologues et chercheurs de 15 pays d'Afrique, de 15 pays de la CEDEAO plutôt, plus le Rwanda et la Mauritanie échangent sur le Mpox à Dakar. À partir de ce 26, Abdourahmane Sow, le représentant de l'IPD, est au micro de Ndelenjay. Chaque fois qu'il y a une menace régionale ou bien une menace mondiale, enfin, on essaie de regrouper tous les professionnels de la santé ici à Dakar pour les former, mais aussi à la fin de la formation, leur donner des outils pratiques qu'ils vont aller faire et être sûr que, pour être sûr que tous les pays ont les capacités de pouvoir diagnostiquer, traiter et contrôler là. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, on est tous, c'est une seule maison. Un problème dans un seul pays va affecter notre pays. Donc c'est vraiment important ce travail collectif, de regrouper, de travailler ensemble pour vraiment être sûr que toute la région est sauvée. C'est ça vraiment l'intérêt de ce travail. Maintenant, par rapport à l'Afrique de l'Ouest, aujourd'hui, il y a quelques pays qui ont des cas. On a des cas au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Libéria. Au Sénégal, on n'a pas encore de cas, mais toutes les mesures sont mises en place par le ministère de la Santé pour parer à toute éventualité. Les cas suspects sont testés régulièrement pour être sûr qu'à ce stade-là, on n'a vraiment aucun problème dans ce sens. En termes de diagnostic, il y a la PCR, mais aussi il y a les tests diagnostiques rapides sur lesquels l'Institut Pasteur travaille aujourd'hui pour mettre à la disposition des professionnels dans les milieux les plus reculés des tests rapides qu'ils pourront utiliser pour pouvoir diagnostiquer précocement ces cas. Et enfin, la question de la vaccination, qui est une question quand même très intéressante. Cette question est encore à l'étude. Parce qu'on sait qu'il y a plusieurs clades, plusieurs variants en tout cas qui circulent. Il y a le clade 2, il y a le clade 1A, 1B. Donc il y a des études en cours très avancées et on pense que d'ici quelques temps, si en tout cas l'épidémie se propage davantage, on pourra avec les partenaires, l'OMS surtout, mettre à la disposition des pays les plus à risque. Aussi ce qu'il faut dire, les vaccins sont ciblés dans les zones où vraiment que le risque est plus élevé, leur mettre à la disposition des vaccins pour pouvoir en tout cas renforcer et protéger la population, mais aussi contrôler la propagation de l'épidémie. 428 individus ont été interpellés pour diverses infractions et 358 véhicules mis en fourrière durant la célébration du Grand Magal de Touba. C'est ce que révèle plutôt le rapport final de la police nationale consacré à la 130e édition de ce pèlerinage qui a eu lieu vendredi dernier. Suivons donc le bilan des différentes activités de la police nationale détaillé ici par Aïssa Touba. Au terme de la prise en charge des besoins sécuritaires du Grand Magal Touba, la police nationale a présenté le bilan de ces différentes activités. Selon ce rapport, 428 personnes ont été arrêtées, dont 111 présentées au parquet. 32 des personnes interpellées sont soupçonnées de vol. L'une d'elles a été arrêtée en même temps pour meurtre et une autre pour tentative de viol. Les agents de la police déployés à Touba ont également saisi 3,450 kg et 282 cornets de chanvre indien, ainsi que 19 pilules d'ecstasy. En ce qui concerne la sécurité routière, la police nationale a mis en fourrière 358 véhicules et immobilisé 221 motos. Les limiers ont également saisi 2956 pièces afférentes à la conduite de véhicules. Cette année, le rapport renseigne 54 accidents de la circulation, dont 2 mortels et 27 ayant entraîné des blessures corporelles. Le document signale qu'une attention particulière a été accordée aux enfants égarés durant le Magal, que 33 d'entre eux ont été retrouvés. À en croire le rapport, 158 consultations médicales ont été gratuitement offertes pour les services de santé de la police nationale et 2 patients ont été évacués vers un établissement de santé.
Après le chavirement d'une pirogue sur un bras du fleuve Sénégal survenu lundi à hauteur de Tchoubalel Nabadji, 5 personnes ont été portées disparues. Parmi les passagers de l'embarcation, 2 ont réussi à rejoindre la rive après le drame. Selon d'ailleurs ces rescapés, la pirogue aurait heurté l'une des poutres d'un pont en construction à Msatougano. En effet, j'étais à la mairie. Comme d'habitude, le matin, j'étais avec le jeune Bossé dans mon bureau. On m'a appelé pour me dire qu'il y a des cas de noyade. Aussitôt, j'ai appelé les maires, j'ai appelé le sous-préfet, le commandant de brigade pour les informer de ce qui se passe. Aussitôt, je me suis rendu directement ici pour s'enquérir la situation avec le maire, avec Arouna Keita, le jeune Arouna Keita. Le ministre du Transport, voire même le président de la République et le Premier ministre, vraiment, ils n'ont qu'à réagir vite, parce que vraiment, ça c'est une catastrophe. De faire que perdre en un seul coup 5 personnes, alors que si le pont est terminé, on pouvait pas, le pire ne pouvait pas se produire. Depuis 4 ans, 5 ans, on a averti les autorités locales, les autorités départementales, centrales. Le travaux ont commencé depuis 4 ans, 5 ans, jusqu'à maintenant, vous voyez, rien ne bouge. Cela est dit à l'entour des travaux du pont. Alors, avec ça, l'État, la CR a aménagé plus de 500 quelques hectares et on nous oblige d'aller cultiver là-bas. Est-ce que ça c'est possible? Est-ce que moi, en tant que chef de village, je vais prendre des risques pour laisser toute ma population et aller se mourir uniquement pour cultiver du riz? Je vous l'annonçais en titre, depuis quelque temps, nous constatons une série de meurtres au Sénégal. Le plus récent est celui de Pikine Technopole où on a tué 2 jeunes dans leur propre appartement. Une série donc qui a fini de créer une psychose au sein de la population sénégalaise. Et en face à la récurrence de ces crimes, l'opinion sénégalaise est révoltée. D'ailleurs, certains Dakarois excédés demandent le retour de la peine de mort dans ce reportage de Mam Awassal. Force est de constater que la recrudescence des séries de meurtres inquiète de plus en plus les Sénégalais. Ainsi, beaucoup d'entre eux mettent les parents au banc des accusés. Selon nos interlocuteurs, ces derniers ont démissionné et échoué dans l'éducation des enfants. C'est dans cette logique qu'ils appellent les autorités judiciaires à être plus sévères dans leur jugement. Je pense que ces séries de meurtres relèvent plutôt du manque d'éducation, car une personne très bien éduquée ne peut pas faire pareil acte. Je pense aussi que les sanctions doivent suivre. Il faut des sanctions extrêmement dures pour que les gens ne perpétuent pas ces genres de choses. Certaines personnes pensent que cette recrudescence des meurtres est due à l'obsession des jeunes de vouloir coûte que coûte réussir. Ainsi, beaucoup d'entre eux commettent l'irréparable. Les jeunes d'aujourd'hui sont pressés, ils veulent réussir coûte que coûte. Je pense qu'il faut croire en Dieu. On ne peut pas tout avoir alors qu'on est très, très jeune. Je pense qu'ils doivent plutôt savoir se battre pour... Pour la plupart de nos interlocuteurs, la peine de mort doit être réactivée pour diminuer ces actes criminels. Un taximan résident à Pikine est d'avis. Des meurtres en série au Sénégal, moi je pense qu'il faut envisager le retour de la peine de mort dans notre arsenal juridique. La facilité avec laquelle certains Sénégalais de nos jours est déconcertante, mais le plus inquiétant reste le mobile souvent des brutiles. À l'international, du 22 au 23 août, un atelier a réuni des experts en communication du Mali, du Niger et du Burkina Faso pour évoquer la stratégie de communication entre ces 3 pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Une nouvelle plateforme numérique comprenant une web TV devrait être créée et devrait d'ailleurs commencer sa diffusion dès ce 16 septembre 2024. Cette volonté formulée lors du sommet de Niamey en juillet dernier émane des présidents de transition de l'AES qui souhaitent transmettre une information fiable aux populations.
Congo-Brazzaville, la 74e session du comité de la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé a commencé ce lundi à Brazzaville. La réunion d'ouverture s'est tenue devant 650 délégués venus de 46 pays pour une session qui doit durer jusqu'au 30 août. Alors que la propagation de la variole du singe dans le continent préoccupe de plus en plus l'OMS, au cours de cette session, le comité africain de l'OMS choisira son nouveau directeur en remplacement à la botswanaise Matshidiso Moeti, qui a passé 10 ans à la tête de l'institution. Burkina Faso, à présent dans la commune de Barça-Logo, située dans la région du centre-nord, a été la cible d'une attaque par des groupes armés terroristes ce samedi 24 août, alors que les populations aidaient les forces de défense et de sécurité à creuser des tranchées pour protéger les postes de sécurité. Des hommes armés ont ouvert le feu sur eux, tuant ainsi une centaine de personnes. Les détails avec Radifal. Des hommes armés qualifiés de terroristes par des autorités burkinabées ont tué samedi 24 août plusieurs dizaines de personnes, dont des civils, dans le centre-nord de Burkina Faso. Depuis lors, c'est la tristesse dans le pays qui domine la ville de Barça-Logo. Des centaines de blessés ont été transférés à Ouagadougou, la capitale, mais surtout à Kaya, la première grande ville où le personnel soignant s'efforce de prendre en charge les blessés. Depuis plusieurs mois, les autorités ne communiquent presque plus sur ces violences qui continuent d'endeuiller le pays. Une délégation officielle composée de plusieurs ministres et du chef d'état-major des armées s'est rendue ce dimanche 25 août dans l'hôpital de Kaya pour témoigner leur soutien. L'occasion pour les autorités burkinabées de condamner l'attaque. Le principal message formulé par le porte-parole du gouvernement de transition et celui de l'unité. Le ministre a également assuré que les victimes bénéficieraient d'une prise en charge adéquate. Aucun bilan officiel n'a été transmis par les autorités burkinabées, mais selon plusieurs sources sécuritaires et civiles, l'attaque a fait plus de 300 blessés et plusieurs morts. C'est ce qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain à la même heure. D'ici là, portez-vous bien et excellente suite de soirée en compagnie des programmes de GTV. Bonsoir.